clairement. Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver pour un nouveau webinaire avec Julien Sechéron. Bonjour Caroline. Bonjour à tous. On parle aujourd'hui toujours Lean Six Sigma. On avait abordé, Julien, il y a quelques semaines de ça, la méthode des MAIC. On avait abordé la phase D, qui était la phase de définition dans les détails, parce que c'est effectivement une phase importante dans ce projet, dans cette technique de gestion de projet. Et aujourd'hui, finalement, on va finaliser la phase des MAIC en abordant les phases M, A, I et C. Julien, tu es senior manager en charge des projets d'amélioration continue chez LGVOO. Oui. Tu as toute l'expérience qu'il faut pour pouvoir nous partager ton savoir et justement les retours terrain. Et donc, l'idée là, effectivement, c'est de toujours confronter la théorie et la pratique pour avoir un maximum d'efficacité dans ce webinaire-là. Alors, on va peut-être commencer par revenir un petit peu, pour ceux qui n'avaient pas pu assister au premier webinaire, à ce qu'est la méthode des MAIC. Donc, c'est une méthode de gestion de projet qui se découpe en 5 phases principales. Oui, exactement. En fait, ça vient aussi de la méthodologie Lean Six Sigma. Et dans le cadre de cette méthodologie sur l'approche de l'amélioration continue, la méthodologie DMAIC va être la mise en place de projets sur des problématiques complexes, disruptives. Et donc, cette méthodologie suit 5 étapes qui sont donc en anglais le Define, Measure, Analyze, Improve and Control, qui en français vont être la phase de définition, de mesure, d'analyse, d'amélioration et de contrôle. Pour revenir rapidement sur ces phases, après on reviendra un petit peu plus en détail, mais pour faire une vision globale, la phase de définition va permettre de définir la problématique du problème avec les gains attendus et d'équipe, ainsi que les indicateurs de suivi de notre problématique et dans le suivant de projet. La phase de mesure va permettre de collecter les données, d'avoir une première image de la problématique qui a été énoncée dans la phase précédente. Suite à cette phase de mesure, on va avoir une phase d'analyse qui va nous permettre de rechercher les causes racines, les causes profondes du problème grâce aux données que nous avons pu collecter. Et en fait, dans un troisième temps, par rapport à cette phase d'analyse de priorisation des causes, on va mettre en place des plans d'action avec des idées novatrices pour améliorer le problème et mettre en place ces plans d'amélioration. Et enfin, on a la phase de contrôle qui est, ça je répète, c'est la phase de contrôle en anglais. En fait, c'est le contrôle du process et non pas le check en Orix, c'est le contrôle en français. Et donc, c'est de permettre la pérennité et le déploiement des plans d'action qu'on a pu mettre en place sur la phase d'improve, d'amélioration. Exactement. Ce que tu énonçais la dernière fois lorsqu'on parlait de cette méthode des MAIC et ce qui est à retenir et dont on reparlera aussi tout au long de ce webinaire-là, c'est que tout au long de ce projet et tout au long de ces 5 phases-là, on peut attendre des quick wins. Oui, ce qu'on appelle le quick win, donc en anglais, ou gain rapide en français, c'est qu'en fait, il ne faut surtout pas attendre la phase d'amélioration, qui est la 4e phase. C'est que du début du projet, donc de la phase de définition, au premier échange avec le client, jusqu'à la mise en place du déploiement des plans d'action dans la phase de contrôle, on peut avoir des gains rapides, des quick wins qui vont nous permettre de fidéliser le client, de rassurer les équipes en place sur ce projet, et donc ne jamais attendre. Et des quick wins, on peut en attendre de tout le monde à tout moment dans un projet. Ça, c'est quelque chose de clé qu'il faut retenir dans tout projet d'amélioration continue. Exactement. Sur cette phase sur ce projet des MAIC, ce qu'il faut retenir aussi, pour pouvoir un peu poser le sujet, c'est que ça se démarque d'une démarche projet classique par 4 points qu'en fait on a abordé sur les phases que tu as mentionnées, mais qu'il est important d'avoir en tête. La première de ce point clé, c'est que on se focalise toujours sur le cœur du problème. Oui, à chaque moment, en fait, des différentes étapes, puisqu'on va évaluer en fait ce problème dans un premier temps avec notre client et avec des gains attendus, et que ce soit dans la phase de mesure, d'analyse, d'amélioration, il faut toujours voir si on se réfère bien à ce problème. Sinon, le risque, c'est d'être hors scope et donc de ne pas adresser les bons plans d'action et les gains attendus par rapport à cette problématique. Et ce qui est très important aussi, c'est de voir que dans ces 5 étapes, il y a une validation à chaque étape. Et donc, on y reviendra un peu plus tard, mais il peut y avoir aussi un arrêt, soit temporaire,
horaire soit complet du projet par rapport à une non-validation des différentes étapes attendues. Et ce qui est clé aussi dans ce projet et cette méthodologie, c'est qu'il y a une personne clé qui va être le sponsor. Oui. Alors, justement, à propos de ce sponsor, hop là, on en a parlé effectivement dans les précédents webinaires, y compris quand on parlait du Lean Six Sigma, le tout premier qu'on a fait sur les projets d'amélioration continue. Et en fait, c'est un point qu'on revoit à chaque fois parce qu'il est fondamental en fait dans la gestion de l'ensemble de ces projets-là. Il est au cœur de la problématique. Et il a, on va dire, 4 rôles principaux. Le premier, c'est qu'effectivement, il va être la personne qui va permettre de lever les points de blocage. Exactement. Le sponsor, en fait, est la personne clé qui est au niveau de la problématique sur laquelle on va engager un problème de MAIC et cette méthodologie pour résoudre ce ou cette problématique. Et il est fondamental que le sponsor ait aussi une philosophie d'amélioration continue, car c'est lui qui doit être moteur là-dessus, c'est lui qui va être aussi en échange avec le spécialiste de l'amélioration continue, qui est soit un consultant en interne, soit un consultant en externe là-dessus, qui est un green belt ou un black belt. C'est lui aussi qui va faire le lien avec les différents opérationnels et c'est la mise en place des plans d'action et du déploiement sur lequel il va être garant. Il va être garant aussi de la définition du problème, de la problématique des gains attendus. Et comme tu disais très bien, c'est lui qui va valider les différentes phases des MAIC et un éventuel arrêt temporaire ou global d'un projet. Et c'est lui qui va permettre aussi de lever les différents points d'achoppement, que ce soit du politique, du RH ou autre. Et donc, je crois qu'il doit être très actif là-dessus et impliqué tout au long de ce projet. C'est vrai que c'est une personne clé. C'est-à-dire que si le sponsor dépasse dans cette philosophie, s'il n'a pas adhéré au projet ou si on l'a mis là parce qu'il fallait le mettre là, le projet risque de s'arrêter, risque de ne pas avoir les effets attendus et les gains attendus. Donc, c'est une personne clé dans ce projet. Ce que je disais aussi, c'est qu'il faut qu'il soit en effet bien identifié, bien sensibilisé aussi au sujet du Lean pour pouvoir être le plus efficace possible. Alors, on avait fait un petit sondage là pendant qu'on vous présentait les premières slides pour savoir si vous aviez participé au précédent webinaire. Alors, visiblement pas. Donc, ils sont disponibles en replay sur la plateforme Webikeo. Donc, si vous avez l'occasion, c'est des webinaires qui durent à peu près 45 minutes. Donc voilà, n'hésitez pas à aller les écouter. On va fermer les votes. Je pense que pour le coup, ça permettra de passer aux slides suivantes. Dernier point sur lesquels on voulait revenir avant de finaliser, d'attaquer les phases MAIC, c'est de revenir sur le point clé de la phase de définition, qui est le mandat, ou ce qu'on appelle aussi six-pack. On voulait revenir sur ce point-là parce que c'est un point fondamental, justement, après la sélection du sponsor et après, c'est la première, après avoir entendu la voix du client, donc la problématique donnée et autres, on va mettre en place ce qu'on appelle donc le mandat en français ou le six-pack en anglais. Pourquoi six-pack? Parce que vous avez 6 cases. Ce six-pack va se lire de gauche à droite avec les gains attendus par rapport à la problématique donnée, avec des indicateurs de suivi sur un périmètre donné, avec des livrables attendus et une équipe. Une équipe dédiée, Mais ce qui est important, je pense qu'on voulait y revenir là-dessus, il va pas se construire, il se construit différemment. Il va se construire en un premier temps en définissant la problématique. La problématique, ce qui est fondamental, c'est une méthode QQ au QCP. C'est quoi le problème? C'est quand? Où est-ce qu'il est apparu? Pourquoi faut-il le résoudre? Quels sont les impacts? Et on a aussi le combien, c'est-à-dire qu'on commence à avoir les premières valorisations attendues. Et une fois qu'on a pu définir ces problématiques, et d'ailleurs, on va mettre en place des indicateurs donnés pour pouvoir suivre cette problématique avec des chiffres clés qu'on va devoir suivre tout au long du projet sur chacune des étapes du projet. Et une fois qu'on a mis en place ces indicateurs, défini ces indicateurs, il faut d'ailleurs les mettre en place le plus rapidement possible dans tout projet. Nous allons mettre en place le périmètre, et ce périmètre est fondamental, car s'il est trop vaste, à tout faire, on ne fait rien, de toute façon. S'il est trop petit, justement, on ne va pas avoir l'ensemble de la vision sur là où les problématiques données.
Et une fois qu'on a pu définir ces 3 critères, on va alors pouvoir mettre en place les gains attendus financiers ou autres, hein, ça peut être ressources humaines ou autres gains. Et c'est fondamental de ce gain parce que si le client, par exemple, attend d'un projet de façon disruptive et complexe, par exemple, une attente de 100 000 euros, et si vous voyez dans votre première valorisation, vous êtes qu'à 10 000 euros, il faut peut-être se remettre en cause et voir si le périmètre est bon, si les indicateurs sont les bons et autres. Et une fois qu'on a pu avoir ces 4 éléments, on va définir les différents livrables, le timing de la mission. Le timing, c'est une évaluation de chacune des étapes avec les livrables donnés qualitativement, quantitativement. Et enfin, on va définir l'équipe, et l'équipe, comme on le disait, ce qui est fondamental, ce qui est le sponsor, qui soit bien là, c'est qui est le responsable de l'amélioration continue, qui va être un green belt ou un black belt en fonction de la complexité du problème. Et après, on va aussi avoir un ensemble d'opérationnels qui sont fondamentaux, car en fait, si vous partez à 2 sur un sujet, ça ne sert à rien. Et il faut avoir des opérationnels qui sont là, les éléments clés, qui ont le savoir, qui vont permettre de nous aider à collecter la donnée, à analyser et à nous déployer et mettre en place les plans d'action que l'on aura définis tous ensemble. Exactement, et puis après, effectivement, on lance les plans d'action. Ouais. Donc, une fois que cette phase de définition... Il y a juste un truc à rajouter, pardon Caroline, c'est que ce qu'on avait dit la dernière fois, je voulais le rappeler, c'est qu'une fois que c'est défini, une fois que c'est validé avec le sponsor, on y revient encore, ça ne veut pas dire que si vous avez validé aujourd'hui, votre projet commence lundi. Oui, en effet. Et ça, on voulait rappeler parce que c'est très important, c'est que si vous avez validé aujourd'hui, votre projet ne peut être lancé aussi que dans 2 mois ou 3 mois, car il faut savoir en fait qu'un projet va durer à peu près 3 à 6 mois. Mais si vous le faites débuter à un mauvais moment, ben en fait, ça va partir trop en longueur ou autre. Il va y avoir un désintérêt de l'équipe, des opérationnels et autres. C'est un exemple en général que l'on donne. Vous avez un projet de clôture, c'est diminuer le jour de clôture de J+5 à J+2. Donc forcément, vous allez impliquer la direction financière, la direction comptable et autres. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas commencer un projet d'amélioration continue le 15 décembre qui devrait finir après en mars ou en avril, puisque la direction financière et comptable va faire la clôture de fin d'année, va avoir les commissaires aux comptes qui vont venir, vont avoir l'audit interne, etc. Donc, faites commencer ce projet plutôt en mars, et comme ça, vous aurez la bande passante et autres de vos différents interlocuteurs. Oui, la sélection de l'équipe et sa disponibilité sont fondamentales pour pouvoir maintenir le timing et la réussite du projet. Alors, donc, cette phase de définition étant finalisée, on attaque la phase de mesure. Alors, on a construit ces différentes phases-là et ces slides-là pour être le plus synthétique possible, en parlant de la durée, en définissant la mesure, quel type d'outils classiques on utilise et le risque principal. Donc, on va aborder effectivement les dernières phases de la même façon pour pouvoir être le plus clair possible. Sur cette phase de mesure, alors, les durées qu'on a données, c'est des durées estimatives, classiques, c'est à peu près des standards. Oui. Voilà. Sur la phase de mesure, on prévoit à peu près 1 mois, en sachant qu'effectivement, ça va être variable suivant la disponibilité des données. Et la complexité du problème aussi. Ouais. La phase mesurée, elle permet donc d'établir une image de la situation vécue et d'aller collecter et de fournir les données nécessaires qui vont permettre de mettre le doigt sur le problème. Exactement. On va faire donc une cartographie de l'image donnée suite à la problématique donnée. On va analyser aussi l'ensemble des tâches avec les valeurs ajoutées, les non-valeurs ajoutées pour gommer ces non-valeurs ajoutées. On va mettre en place un plan de collecte des données et on va établir la collecte des données avec aussi les différents opérationnels, ce qu'on disait, donc il faut qu'il y ait la bande passante pour cela, pour pouvoir collecter l'ensemble des données, avoir une première image de l'ensemble du problème et pour pouvoir aussi avoir une première image des différentes causes du problème, qui ne sont pas du tout pour l'instant les causes fondamentales, etc., mais c'est d'avoir une première image, les premières causes par rapport à tout un plan de collecte des données et qui, encore une fois, est variable. Vous avez mis 1 mois, ça peut être 2 mois si vous faites une collecte des données sur des projets, par exemple, à l'international. Bien sûr. Donc, ça dépend là-dessus. L'outil qu'on va utiliser, là, ce qu'on nous a expliqué, c'est la cartographie. Donc, c'est cartographier, en fait, un système au travers de value stream, mapping, etc. Vous savez, mais c'est des outils classiques d'avoir une image avec les différentes tâches, les différents acteurs sur un sujet donné, un processus donné. Le risque principal sur cette phase de mesure, en fait, c'est de se tromper sur les symptômes
de la situation actuelle. Enfin, c'est de mal évaluer, de mal identifier. Exactement. Parce que si vous faites de la collecte de données pour collecter la donnée sans être ciblé sur le problème, ce qu'on disait aussi, il y a toujours un ciblage du problème, c'est que vous allez le tromper, vous allez être hors scope dès le début. Après, il y a une autre problématique, c'est que si vos données théoriques sont complètement divergentes des données réalistes, en fait, donc là, il y a un problème, il faut peut-être s'arrêter et revoir un petit peu le plan de collecte des données, ou est-ce que vous êtes bien par rapport à la cible donnée ou dans votre bon périmètre. Et enfin, quand vous avez fait cette collecte des données, ce n'est pas là que vous allez dire on a la solution. On est pour l'instant juste sur la collecte des données et avoir une première cause du ou des problèmes, mais n'allez pas chercher la solution. Là, ça serait vous tromper dans tout l'ensemble du projet. Ce que tu disais est intéressant. Quand il y a un moment donné, faut pas hésiter à s'arrêter. C'est un point qu'on va finalement avoir en tête à chaque phase du DMAIC, en disant est-ce que on est vraiment dans le cœur de la phase et de la problématique que je dois régler dans la phase dans laquelle je suis. Sinon, effectivement, après, on dévie et on rate le coche. Après cette phase de mesure, on va avoir la phase d'analyse qui, elle, va durer, alors c'est pareil, entre une semaine et un mois, suivant finalement le problème et la complexité du problème auquel on est confronté. C'est une phase, là, pour le coup, qui permet de définir, enfin d'identifier les causes racines fondamentales de ce à quoi les équipes sont confrontées, les problèmes auxquels les équipes sont confrontées. Exactement. Là, donc, on avait bien dit qu'on avait collecté les premières causes, mais là, ce qu'on va vraiment rechercher, ce sont les causes fondamentales, les causes, là où les causes, d'ailleurs, racines du problème. Et ceci va se faire au travers d'exercices spécifiques en atelier. Et une fois qu'on a fait cette recherche de causes, ça va être notamment un outil qu'on va utiliser, c'est ce qu'on appelle le 5 pourquoi. Donc, on a la problématique donnée, et on va chercher la cause et surtout les causes racines. Donc, un exemple, dans la comptabilité fournisseur, je vais vous donner un exemple, la transaction F110 pour faire les règlements n'a pas fonctionné. Pourquoi ? Parce que l'utilisateur ne savait pas utiliser. Non, et là, on ne s'arrête pas là. C'est pourquoi il ne savait pas utiliser, parce qu'il n'y a pas eu une formation. Pourquoi il n'y a pas eu de formation ? Parce que la licence n'existait pas. Pourquoi la licence n'existait pas ? Parce qu'elle n'a pas été remise au bout du jour. Alors, en fait, c'est d'aller vraiment rechercher les causes racines pour identifier, mais vraiment par rapport à la problématique donnée. Et une fois qu'on a établi ces causes racines, ce qui est fondamental aussi, c'est une priorisation de ces causes au travers d'outils. Donc, c'est du Pareto, c'est 20% des causes qui font 80% des effets. Parce que, effectivement, vous allez établir de nombreuses causes. Vous n'allez pas pouvoir vous attaquer à l'ensemble des causes. Donc, c'est un exercice en atelier de priorisation des causes avec les différents effets attendus. Le risque principal sur cette phase-là, c'est se tromper de diagnostic et donc, in fine, d'adresser les mauvaises causes. Exactement. Voilà. Et donc, c'est de ne pas établir d'atelier vraiment spécifique de recherche de causes racines, d'avoir des causes, du coup, aussi parallèlement qui sont hors scope, donc qui ne sont pas du tout dans le périmètre défini, et donc vous allez planter votre projet, et vous n'allez pas adresser forcément les bons plans d'action, puisque vous n'avez pas identifié les bonnes causes, et donc vous allez être hors scope par rapport à la problématique définie, et donc toujours se lier à la problématique définie. Toujours. Voilà. Sur la phase d'amélioration, en fait, c'est le I, c'est la phase improve en anglais. C'est une phase, encore une fois, qui est variable suivant l'importance des solutions à mettre en place. On prévoit en moyenne un mois, en sachant que, comme on se l'est dit sur les phases précédentes, on prend le temps nécessaire et on s'arrête si effectivement on est confronté à une difficulté ou si on n'est pas dans le scope de ce que l'on a à traiter. Cette phase améliorée, en fait, elle permet de mettre en place des solutions, toujours en rapport avec les causes fondamentales qui ont été identifiées la phase d'avant, et de vérifier que ce que l'on a mis en place a vraiment un impact sur le problème. Oui, et donc ça va être avec un ensemble d'ateliers, donc des outils qu'on va utiliser, c'est des outils de brainstorming, mais qui sont fondamentaux là-dessus, avec les différents opérationnels qui sont liés à ce projet et autres, pour avoir des idées innovantes et avoir des vrais plans d'action par rapport à des causes fondamentales sur ce projet qui est quand même disruptif. Et ça va être des plans d'action qui vont être du court, du moyen, du long terme. Et ce qui est fondamental dans cette étape, c'est de mettre en place un pilote. Donc ce pilote, il va nous permettre de valider l'ensemble des plans d'action, et savoir si les gains attendus sont au rendez-vous, si les opérationnels ont bien pris
en main l'ensemble des plans Oui. d'action que l'on va mettre en place et la mise en place effective de ces idées innovantes et disruptives. C'est ça. Et le risque, c'est effectivement, là pour le coup, de mettre en place des solutions ou des idées qui qui tapent à côté, entre guillemets, qui sont inefficaces et qui de fait, en fait, vont être abandonnées parce que pas mises en œuvre ou laissées tomber en cours de route, quoi. Soit si une personne trouve une idée toute seule dans son coin, ça ne va pas marcher. Ça, encore une fois, il faut bien faire d'appui avec l'ensemble des opérationnels qui sont là. Si une mise en place d'un plan d'action est complètement hors temps à mettre en place, il faut 6 mois pour mettre en place, il y a trop de complexité, si c'est une mise en place d'un nouvel ERP qui va demander d'avoir une quarantaine de people pour un gain attendu, en fait, qui est non significatif, il faut vraiment stopper et se dire c'est quoi les idées qu'on peut mettre en place avec des impacts opérationnels le moins impactant possible et avec le gain attendu aussi le plus significatif en se référant à notre gain attendu du define. En fait. Bien sûr, bien sûr. Le risque étant, en fait, in fine, de démotiver les équipes si on n'est pas dans le scope de ce que l'on... Oui, et d'être hors scope aussi. Et d'être hors scope, totalement. Dernière phase, c'est la phase de contrôle, qui, elle, va durer entre 1 semaine et 1 mois, en moyenne. C'est cette phase-là de contrôle, en fait, elle s'assure que ce qui a été mis en place et les gains qui découlent des solutions et des actions qui ont été mises en place sont pérennes. Oui, c'est vraiment clé dans cette phase, c'est la pérennité des plans d'action que l'on a déployés, que l'on a validés dans la phase précédente avec notre pilote. Et donc, on va pouvoir déployer sur l'ensemble du périmètre en se référant au périmètre donné dans le six-pack. Et donc, on va pouvoir déployer dans ce périmètre qui peut être un processus donné, qui peut être un service, un département, un pays ou autre. Et donc, ce qui est fondamental, c'est qu'on va standardiser les process au travers de mise en place de fiches réflexes, de mode opératoire, de plans de formation dans l'ensemble des opérationnels et de pouvoir déployer notre projet au niveau de ce périmètre. Et ce qui est important aussi, on va utiliser ce outil, c'est le Pokeyoke, donc c'est le mot japonais qui vient du coup du Lean, c'est de permettre d'avoir une phase de contrôle du projet et de se ramener toujours à notre plan d'action. Donc c'est un exemple qu'on va vous donner, c'est par exemple sur l'autoroute, vous avez donc le tracé des lignes blanches et quand vous commencez à dériver, vous avez les vibrateurs et donc ça vous dit attention, vous êtes en train de se sortir, revenez sur votre chemin. Donc c'est ce qu'on appelle des Pokeyoke. Un exemple après qui est aussi parlant, c'est que quand on a des mises en place de plans d'action, on peut faire sur du Excel du format conditionnel. Donc si on est exemple au-dessus de 80%, c'est OK. On va mettre du vert. Ça nous permet de dire on est vert, 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 OK. Si on voit un rouge, c'est qu'on n'est pas, on est en train de sortir. Donc c'est de remettre aussi en place ça. Oui. Le risque principal sur cette phase-là, finalement, c'est effectivement de sortir de la route et de se dire que on rate cette phase de contrôle, on laisse le projet continuer à partir dans le décor et de devoir tout recommencer en fait. Oui, parce qu'en fait, on a mal pérennisé nos plans d'action et donc on fait le déploiement dans une façon parce qu'on n'a pas validé le pilote. Donc, on va déployer inutilement nos plans d'action et donc ne va pas fonctionner et donc on va repartir du début. On avait pris un exemple la dernière fois, c'est que vous déployez un projet en France et après, il faut le déployer en UK, Germanie et Italie, on va dire. Et donc, vous avez des modes opératoires parfaits en français, checklist parfaite en français. Là, vous allez déployer sur les 3 pays. Sauf que vous n'avez pas de mode opératoire en anglais, ni en italien, ni en allemand, ni des fiches réflexes. Vous n'avez pas prévu de plan de formation, des opérationnels. Et donc, vos plans d'action, vous ne pouvez pas les mettre en place. Et donc, il vaut mieux s'arrêter, remettre en place un petit peu tout ça et déployer votre projet. Et sinon, vous plantez tout. C'est ça. Et les gains attendus globaux ne vont être que les gains que vous avez fait dans votre pilote et donc qui vont être extrêmement restrictifs par rapport aux gains attendus globaux. Donc la question, c'est toujours de se dire, est-ce que la solution qu'on a mise en place est adaptée et robuste? Exactement. Alors, au travers en fait de ces 4 dernières phases là qu'on vient de voir aujourd'hui, il y a quand même des points qu'il faut retenir tout au long du projet, qui marchent et qu'on doit toujours avoir en tête. Ce que toi, tu appelles le bon sens paysan. Oui.
tout Le bête. Oh, gros oui. le bon sens paysan, mais c'est un élément clé, c'est que là, on a parlé à chaque phase d'outils, de Pokéyoke, de cartes de contrôle, de Pareto, etc. On vous a juste pour l'instant donné quelques exemples, mais utiliser l'outil pour utiliser l'outil, cela ne sert à rien parfois. Et donc, savoir utiliser son bon sens paysan. Un exemple, c'est que n'allez pas faire du VBA au travers de Excel avec des extractions de SAP qui durent une demi-heure tous les matins, alors qu'un simple management visuel vous disant supérieur à 10 c'est vert, inférieur à 10 c'est rouge, cela peut extrêmement vous suffire Oui. aussi des fois. Donc c'est savoir utiliser le bon sens paysan. À l'heure actuelle, on l'entend énormément Oui. quand on entend les agriculteurs parler, mais ils ont chaque fois ce bon sens paysan que n'a pas l'Union européenne parfois. Parfois. Donc savoir utiliser, et c'est fondamental, ce bon sens paysan tout au long de votre projet. Ce qu'on pourrait dire, enfin ce qu'on entend aussi en entreprise, c'est ne pas créer des usines à gaz, quoi. Se dire que on reste dans le concret et dans le pratique, le pragmatique. Ce qu'on se disait aussi au départ de ce webinaire, c'est que les gains sont possibles tout au long du projet. Il ne faut pas attendre finalement d'arriver à la phase de contrôle pour se dire ok, ça y est, maintenant on va réussir à mettre en place le projet et on va entre guillemets gagner, alors c'est-à-dire améliorer nos projets, améliorer etc., ce qu'on s'est dit au départ, parce que là finalement en fait on a épuisé déjà les équipes qui attendent elles qui peuvent attendre de chaque phase du projet des améliorations. C'est pour ça que c'est fondamental, c'est que le leader en fait du projet doit vraiment inscrire l'ensemble des équipes qu'on a définies dans la phase de définition du projet, que ce soit l'ensemble des opérationnels, le sponsor et les différents intervenants, en expliquant bien qu'en fait des gains rapides sont attendus à chaque moment du projet. C'est la première interview avec le client jusqu'à la fin du projet, et n'attendez pas d'avoir la mise en place de la phase d'amélioration avec les idées innovantes et les plans d'action à moyen et long terme, puisque déjà, le fait d'avoir des gains rapides, ça va permettre de fidéliser le client, ça va permettre de rassurer le client, les différentes équipes, de rassurer les différentes personnes au sein de ce projet, et de mettre en place justement ces gains en utilisant notamment son bon sens paysan. Ça fait en boucle. Est-ce que le dernier point, on en parlait aussi au départ, c'est que tout projet des MAIC peut s'arrêter à chaque étape. Et ça, c'est vraiment fondamental. C'est quelque chose qu'il faut avoir en tête quand on part dans un projet, quand on met en place un projet avec son client, puisqu'il vaut mieux des fois s'arrêter plutôt que d'aller mettre en place des idées qui sont complètement hors scope, et donc personne ne va être rassuré. Il y a de l'argent qui est défoutu en l'air un peu partout, et donc il y avoir une décrédibilisation aussi. Donc ça peut s'arrêter à la phase de D, par exemple, si on voit que les gains attendus, on mettait un exemple tout à l'heure de 1 million d'euros, et si on voit une première valorisation, c'est que 10 000 euros, il faut peut-être s'arrêter, on a mal défini le périmètre, on a mal défini la problématique, les indicateurs, et donc c'est peut-être un arrêt temporaire, encore une fois, ou c'est un arrêt définitif, hein, c'est ce que tu rappelais tout à l'heure. Voilà, ça peut être un arrêt temporaire pour se dire on a mal défini quelque chose, et ça peut être un arrêt temporaire, on arrête le projet. Sur la phase de mesure, c'est qu'on voit que des mesures sont complètement divergentes entre le réalisable et le théorique, et donc c'est pareil, c'est qu'est-ce qui ne va pas là-dessus. Et après, on a sur la phase d'analyse, on voit quand même que les causes sont trop complexes et qu'il y a peut-être des problématiques ou politiques, ou ressources humaines, ou syndicales, je sais pas, voilà. Donc, se dire, ça va être trop compliqué à mettre en place. Et pareil, dans les plans d'action, s'ils voient qu'un plan d'action doit mettre à peu près 6 mois avec la remise à jour de l'ensemble des ERP sur le système, attention, ça c'est peut-être trop complexe. Peut-être qu'on garde ce plan d'action en tête, mais pour plus tard, et on va prioriser d'autres plans d'action avec des gains un petit peu. Oui, il faut savoir raison garder. Voilà. Et pareil, sur la phase de contrôle, ce qu'on disait, c'est que si votre pilote, lors de la phase d'improve, vous montre que c'est pas bon, n'allez pas insister pour mettre en place le déploiement partout, puisque ça ne va pas marcher et vous n'aurez pas les gains attendus. Oui, il faut respecter les phases, mais il faut respecter l'objectif de la phase et de s'assurer qu'on est vraiment dedans. Et la validation toujours de chacune de ces phases avec le sponsor. Ok. Merci Julien. Merci beaucoup. Alors, si vous avez des questions, le chat est à votre disposition. Alors, j'ai cru voir que sur Webikeo, nous avait mis 1 heure de webinaire, mais pas du tout. On avait prévu 45 minutes. Donc, on a un petit quart d'heure pour prendre des questions. Moi, j'en avais une. Peut-être qu'on peut revenir sur l'équipe en tant que telle, sur la constitution de l'équipe, parce que tu expliquais qu'effectivement,
Il faut qu'on ait des collaborateurs qui soient engagés en fait dans le périmètre du projet et qu'ils aient effectivement maille à partir avec le problème qu'on est en train d'identifier, ou tout du moins le périmètre qu'on imagine. Ouais. La dernière fois, tu parlais d'un mail mexicain. J'avais trouvé oui, c'est ça. J'avais trouvé l'image très juste. C'est-à-dire que on doit quand même toujours avoir en tête que la constitution de l'équipe, on ne va pas y mettre, entre guillemets, toute la boîte. Non. En fait, ce qui est fondamental dans cette constitution de l'équipe, et encore au niveau de la définition du projet, c'est que donc on a le Green Belt ou Black Belt, le spécialiste de l'amélioration continue. Il y a le sponsor dont on a parlé tout à l'heure, qui est fondamental. Et après, on a l'équipe opérationnelle dont je parlais tout à l'heure. Et cette équipe opérationnelle, on ne va pas dire, tiens, c'est Jean-Louis parce qu'il est sympa, ou c'est Jean-Paul parce il habite Paris, que le projet est sur Paris. Non, on va chercher des compétences par rapport à la problématique donnée. Ce qui est fondamental aussi, une fois qu'on a trouvé les compétences et qu'on a commencé à constituer l'équipe, c'est de voir aussi si cette équipe elle a bien la bande passante pour la mise en place du projet, ce qu'on disait tout à l'heure, parce que sinon votre projet, il va s'arrêter, parce que si l'équipe n'a pas la bande passante, ils vont pas pouvoir vous aider à faire les différents ateliers de collecte de données, d'analyse, de mise en place opérationnelle du problème. Et après, dans le ciblage, c'est qu'il ne faut pas partir qu'avec le standard, le sponsor tout seul. Et il faut construire une équipe à peu près, on va dire, c'est de 5-6 personnes, pour qu'il y ait une disponibilité au niveau des ateliers, au niveau de la passation, au niveau de l'écriture des modes opératoires et de la passation au niveau des autres opérationnels et du déploiement. Mais n'allez pas non plus constituer une armée de Mexicains, comme je disais la dernière fois. Si vous avez 15 personnes dans l'équipe, déjà, il y en a, vous êtes sûr qu'un atelier de brainstorming, il y a la moitié qui n'est pas là. Si vous faites un atelier, ça va être du bois, etc. Et toutes les équipes, les 15, ne vont pas être du tout impliquées dans le projet. Et vous allez perdre plus de temps à aller chercher qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'ils font, etc. Et vous n'allez pas avoir une efficience dans la mise en place de votre projet et de vos différentes étapes. Donc voilà, ciblage, sur les compétences, sur la bande passante des personnes, 5-6 en plus du sponsor et du leader. Exactement. Moi, j'ai une autre question. Pardon. Qu'est-ce qui se passe après la phase de contrôle? C'est-à-dire que là, on a tout mis en place. C'est-à-dire on a suivi les différentes phases des MAIC. On a fini la phase de contrôle. Le projet est dans le run. Ça fait 6 mois, ça fait 1 an. Est-ce qu'à un moment donné, il est nécessaire de finalement réunir l'équipe projet, je ne sais pas, à horizon 6 mois, horizon 1 an, pour dire, voilà, maintenant, comment ça se passe? En fait, il faut savoir que dans le cadre d'un projet d'amélioration continue, c'est qu'on commence à un début, on s'arrête à une fin, et on a déployé ensemble des solutions. Mais il faut savoir qu'on a quand même une relation avec les clients, donc on suit quand même notre client pour savoir s'il y a d'autres projets, si ce projet-là fonctionne et autres. Et si on a des problèmes, ou c'est lui qui nous alerte directement en disant « Attention, on a une problématique là-dessus ». C'est un exemple, on avait mis en place sur un projet différents indicateurs de suivi, etc., avec un ERP défini, sauf que le client, 6 mois après, a complètement changé de ERP sans en prévenir en fait les différents techniciens IT, et donc en fait les indicateurs ne fonctionnaient plus. Donc après, on a réajusté en fait nos plans d'action par rapport à l'ERP donné. Voilà. Et c'est très important aussi parce que si le sponsor n'est plus là, si les opérationnels ne suivent pas la mise en place des modes opératoires et leur réajustement, puisque ça doit vivre aussi, et c'est pour ça que c'est fondamental que le sponsor puisse, avec les opérationnels, faire vivre ce projet. Donc effectivement, au bout de 6 mois, au bout de 1 an, on peut être soit appelé ou soit intervenir pour réajuster si c'est nécessaire des plans d'action qui ont été mis en place. Ok, c'est très clair. Merci Julien. Je ne sais pas, j'ai pas l'impression qu'on ait des questions. Alors on mettra en téléchargement sur la plateforme un article justement qui reprend ce que l'on vient de se dire aujourd'hui sur les phases MAIC, donc n'hésitez pas à aller le télécharger. Sur le webinaire précédent, donc de la phase de définition, on avait aussi mis un document en téléchargement pour revenir sur les éléments clés, notamment le six-pack, la définition du mandat. Donc n'hésitez pas à aller le télécharger. Et puis s'il n'y a pas de questions, je pense qu'on va pouvoir clôturer ce webinaire. Et sinon, Julien, tu restes à disposition si jamais il y avait des questions. Bien sûr. Voilà. Merci Caroline, merci à tous. Merci à tous, passez une bonne fin de matinée, une bonne fin de semaine et à bientôt.